la séance aujourd'hui par un petit point sur les questions de mémoire. Comme vous voyez, alors ça c'est à distance. J'ai passé une partie du week-end à essayer de faire le point avec les différents collègues qui interviennent. Bon, je suis aussi confronté à des réponses qui sont un peu décevantes. De gens qui en fait veulent pratiquement rien diriger. Ça pose un problème parce que en fait moi je suis obligé de raisonner, comme vous le voyez, il y a tous les onglets à l'échelle globale du master et vous êtes 168, ce qui est énorme. Le problème qui se pose, c'est que à titre personnel, j'en ai déjà 17 de direction en études culturelles. J'ai 3 directions à côté en lettres modernes, ça fait 20. Et vu la situation et vu, vous voyez, toutes les lignes blanches, je ne vous montre pas encore le vôtre pour pas que vous commenciez à flipper. Mais il y a encore pas mal de lignes blanches. Et lignes blanches, ça veut dire que pour l'instant, d'abord, il n'y a pas de sujet. Ça, c'est pas notre faute. Les gens n'ont toujours pas répondu. Bon, c'est vrai que dans l'enseignement à distance, c'est un peu plus compliqué comme situation. Mais bonjour. Je vais peut-être monter à 20, 25. Enfin, 20, j'y suis déjà, donc 25. Ça devient difficile, je vous le cache pas. Voilà. À côté, le problème, je vous l'ai déjà dit, c'est que pas la totalité, mais un nombre quand même conséquent de collègues qui interviennent appartiennent à d'autres départements, donc ils sont aussi actifs dans d'autres formations, y compris d'autres masters. Par exemple, M. Chandivert, qui est en anthropologie, en anthropo, en master, ils sont 110 et ils sont 5 profs. Donc vous faites le calcul, ils en font 15 chacun à peu près. Donc si moi je lui en donne encore 15, il en fait 30, donc c'est pas possible. Donc c'est compliqué, des fois c'est pour ça que vous voyez, il y a 2 noms, 3 noms avec un point d'interrogation. Donc on est en train, j'avais espoir de pouvoir vraiment, pour vous c'est presque fait, donc c'est déjà pas mal. Je vais vous donner, j'ai un message prévu avec les adresses de tous les profs pour que vous puissiez, une fois qu'il y a un nom en face de votre propre nom, contacter. Voilà, vous pouvez y aller. Certains, j'ai écrit à certains en particulier en disant oui c'est bon, feu vert, ou alors Madame truc ou Monsieur machin accepte de vous diriger, vous pouvez écrire. Faites-le maintenant, quoi. Hein, voilà, dans les temps qui viennent, jours qui viennent. Attendez pas 3 mois, parce que là, pour le coup, ça amène un autre problème. Enfin, un problème, non, un essai de résolution en fait de la situation qui est assez complexe quand même. Et c'est ce que j'ai proposé ce week-end aux collègues. J'attends un peu d'avoir leur réponse, mais je pense qu'on va se diriger vers une solution qui est en fait qu'il n'y ait pas de soutenance en première année, pour vous donc. Vous faites votre mini-mémoire, vous l'envoyez, vous le rendez, vous en discutez évidemment avec votre directeur, mais il n'y a pas de soutenance. La soutenance ne se fera qu'en 2e année. Voilà, ça allège un tout petit peu, ça n'enlève pas la charge principale qui est la direction, c'est-à-dire la discussion, le nombre de sujets. Alors, vous voyez, si j'ai effectivement des collègues, ce qui était le cas, qui m'ont dit « Ah non, moi j'en prends 2 ou j'en prends 3, pas plus », bien, moi j'en ai 25, ça veut dire que je dois discuter avec 25 personnes qui ont 25 sujets différents, dont je ne suis pas forcément spécialiste, puisque j'ai pour principe de ne pas prendre forcément que des gens qui travaillent sur quoi je peux avoir moi-même travaillé, et que j'ai plutôt la tendance à aller chercher des choses que je ne connais pas et qui m'intriguent. Voilà. Bien, donc tout ça étant, ne vous inquiétez pas, il y aura, mais ça va prendre un tout petit peu plus de temps, peut-être que ce que je pensais. On va dire que, voilà, je vous donne votre propre cas de tableau. On va dire que 70% peut-être, tout ce qui est en vert, c'est que c'est acquis. Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal encore de pas verts. Et il y a quelques blancs. Les blancs, c'est quand j'ai pas les sujets. Donc je ne sais pas si les personnes, je n'ai pas encore réussi à mettre des têtes et des noms, vous voyez, pour tout le monde. Je ne sais pas si les gens ont quitté, si voilà, s'il y a des problèmes quelconques. Mais est-ce que Margarita est là? Est-ce que vous voyez qui c'est? Quelqu'un la connaît?
Jérémy, qui me manque encore. Elle, c'est réglé, le sujet, je ne le sais pas, mais elle redouble, donc ça, c'est pas un problème. Raphaël Hugon. Esther, Manuel, non? Alors, bon, si ce sont des gens qui ont... Et Clara Serinet, non plus. Ça vous dit rien? Personne ne les connaît ou n'a sympathisé? Non. Donc peut-être ces gens qui ont en fait changé d'idée ne sont pas venus à la formation. C'est vrai que ça allégerait un petit peu la chose. Donc voyez, je ferai le mail dans la semaine, je pense. Il est prêt, hein, oui, un document marqué message étudiant, c'est ça, avec les adresses des directeurs, ou directrices. Donc regardez si vous êtes en vert, tant mieux. À ce moment-là, vous pouvez prendre contact avec les enseignants en question. Si vous les connaissez pas, par exemple, je pense à Madame Berthet-Cahuzac qui a pris Margot et Noéline sur le cinéma. Elle m'a dit oui, sujet sur le cinéma, je prends. C'est quelqu'un qui est professeur en études hispaniques. Du moment qu'elle donne son accord, vous pouvez la contacter. Après, si vous voyez qu'il y a un problème de personne, incompatibilité, que vous vous entendez pas, bon, il faut pas non plus attendre le mois de mai pour le dire. Il faut agir pendant qu'on peut encore un peu agir. On n'est vraiment pas dans la vexation. Vous voyez, moi, si quelqu'un me dit, Laïs vient de le faire, que finalement on travaille pas ensemble, je vais pas me vexer parce que voilà, c'est pas que je vous chasse non plus, mais voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voyez qu'il y a un problème vraiment important, à le signaler. J'ai eu entre-temps aujourd'hui des réponses de collègues, j'étais en cours depuis ce matin, donc j'ai pas eu l'occasion de mettre à jour. Je sais qu'a priori, Camille, est-ce qu'elle est là, Camille? Je vois juste votre main. Voilà, bon. Thierry Cerdan est d'accord. Alors, le problème de Thierry Cerdan, c'est qu'il est en CRCT, en congé pour recherche, donc il ne sera pas là physiquement avant le printemps. Mais vous échangez par mail, voilà. Le problème de Cerdan et de Villagordo, c'est qu'ils sont en art plastique, et en art plastique, ils n'ont pas encore fait le tour de table. Et ils sont dans la même situation que nous, enfin, ils sont très peu nombreux pour beaucoup d'étudiants. Donc, voilà. Mais Cerdan a donné son accord, a priori, pour votre sujet, je pense pour... c'était Gaël aussi, où il y avait voilà, tout ce qui tourne autour du jeu vidéo, a priori, Cerdan vous prendra à confirmer, mais en tout cas pour vous, c'est oui. Et voilà, donc je fais défiler. Oui, il y a aussi quelqu'un que vous ne verrez pas qui est ici, Monsieur Baghetti. Ça concerne Iliana, ça concerne d'autres personnes, il en prend 5 ou 6. Il a enseigné dans le master, c'est quelqu'un qui est en sociologie, qui est dans un centre de recherche à Aix-Marseille, mais qui connaît bien le master lui-même. Donc Baghetti, vous ne le verrez pas, mais c'est pareil, c'est des échanges qui peuvent être faits à distance. Il m'a donné une liste, il prend 7 ou 8 d'entre vous, certains étaient déjà affectés ailleurs, si j'ose dire, donc en fait, il en aura, je crois, 6 ou 7. Voilà. Il y en a 2 ici. Il y a Iliana et il y a Gaïa. Madame Brun prend aussi 2 personnes. Elle est en lettres. C'est une jeune collègue qui est arrivée cette année. Voilà. Bon, on en reste là. Si j'ai toujours votre nom, parce que je ne vous ai pas trouvé dans ma liste de sujets sur le sida, l'épidémie de sida. Ah oui, j'ai changé du coup, mais vous m'avez mis en vert. Ah, avec qui? J'ai changé de sujet du coup. Ah, ça c'est dommage. Non, ça ne me déçoit pas. Bon. Alors, bon, parce que Jérôme Lampner, il était très content. C'est quelqu'un qui a travaillé sur la question des épidémies. Bon, il est 17e, mais la question des littératures et des
question d'épidémie. Donc ça tombait vraiment bien. Du coup, vous êtes où? Votre nom, c'est C'est Syria. Da Silva. Avec Madame Anquetin, elle est d'accord? C'est vous qui avez mis en veille. Ah, alors c'est qu'elle est d'accord. C'est qu'elle a dû dire oui. Oui, effectivement, c'est autre chose. Bon, vous êtes sûr? Pas de regret? Bon, alors, il y a ça. Vous avez eu donc la méthodo. Je ne sais pas ce qui est fait en méthodo. Laïs m'a dit donc qu'il discute avec vous un peu des sujets. On n'a pas forcément tout à fait exactement la même approche de la chose, donc je vous donne mon son de cloche. Mon son de cloche, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir une continuité entre la première et la deuxième année. Voilà. Il n'y a absolument rien qui vous oblige à le faire. Il y a une coutume, il y a certains profs qui aiment bien, voilà, parce qu'ils ont l'impression que comme ça, vous creusez la chose. Mais si vous avez envie de changer d'objet, comment vous faites? Donc, enlevez-vous ça vraiment, même si vous l'a dit, Delphiole, je vous l'enlève du cerveau. Il n'y a pas de continuité obligatoire entre les 2 années. Voilà. Après, si vous voulez l'avoir, la continuité, personne ne vous en empêchera. Mais il n'y en a pas de façon technique, il n'y en a pas. Voilà. Moi, dans mon propre parcours, j'ai toujours aimé changer de sujet. J'ai changé plusieurs fois de discipline. Voilà. Donc, changer d'objet, changer de sujet, pour moi, ça pose absolument aucun problème. Même si c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire que ça travaille, ça circule. Voilà. Ça, je sais que c'est un point qui nous oppose tous les deux, donc je vous dis mon son de cloche, comme ça vous savez les deux, sans aucune, évidemment, polémique. Mais non, il n'y a pas d'obligation de ce genre-là. Donc, vous n'êtes pas obligé de travailler 2 ans sur le sida si vous vous engagez à nouveau sur ce sujet-là. Mais si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Je dirais à l'OPNER que finalement, vous êtes parti ailleurs. On a à peu près combien de temps pour être sûr d'une... Moi, je vous avais dit mi-octobre, parce que mi-octobre, c'est déjà assez avancé pour commencer la discussion, surtout quand vous ne connaissez pas l'enseignant ou l'enseignante qui vous est attribué, qui n'est pas du tout de l'autoritarisme de ma part. Hein. C'est des suggestions, on discute, oui, non, vous voyez, Lopner, oui, non. Anquetin, elle m'a dit, peut-être je ne pourrais pas prendre tous les étudiants que tu as mis mon nom parce qu'elle en a trop, et d'autres ne m'ont pas encore répondu. Donc je ne peux pas savoir ce qu'ils en pensent. J'ai, par exemple, pour les sujets qui tournent autour des arts du spectacle, de la danse, plutôt mis Madame de Chauffour parce que c'est vraiment celle qui s'y connaît le mieux sur ces questions-là, mais elle est en art du spectacle, et le master théâtre c'est pareil, il est fréquenté, donc peut-être qu'elle ne pourra pas prendre tout le monde. Donc voilà, j'attends d'avoir les retours. Dès que j'ai les retours, je pourrai vous dire de façon plus précise. Voilà. Après, je ne me fais pas d'illusions, il restera des blancs. Et donc les blancs, ça veut dire que je vais peut-être être amené aussi à aller chercher encore dans un cercle plus lointain. Éventuellement, je pensais au sujet de Sarah sur la Corée. Peut-être demander à quelqu'un qui est en études asiatiques, voilà, parce que là, Comberriati, il prend des sujets sur la culture coréenne, mais là, c'est pas vraiment... Là, voilà, donc pour l'instant, je n'ai personne. Ça ne veut pas dire que votre sujet n'est pas intéressant, ça veut dire qu'on est tous en train de compter les forces, en fait, et voilà. Oui. J'ai lu dans la liste qu'on m'a attribué Rénal. Oui. Alors, Madame Rénal, c'est une jeune collègue, elle est super, franchement. Donc, c'est pas, je vous ai pas filé un mauvais cheval. Simplement, elle est à Mayotte. Elle est affectée au centre universitaire à Mayotte. Elle est relativement souvent ici, entre Toulouse et Montpellier. Vous pourrez la voir à l'occasion d'un moment où elle est là. Enfin, en général, elle me le dit. Donc, voilà. C'est une jeune collègue. Elle a été recrutée il y a 2 ans maintenant. Elle
par sa spécialisation de thèse, elle a travaillé beaucoup sur les récits, sur les questions de génocide, hein, récits et génocide, sur la Shoah, bien sûr, de façon centrale, mais pas que. Mais par ailleurs, c'est quelqu'un qui s'intéresse à d'autres choses, et je lui ai soumis quelques propositions de sujets sur lesquelles elle a répondu positivement. Donc, si vous voulez changer, que vous avez quelqu'un d'autre en tête, voilà, il faut me le dire maintenant, que je puisse... mais après, votre nom, c'est... C'est Eve Parmentier. Mais après, je vais me renseigner un peu par militant et collège féministe juste là-dessus, la recherche. Mais du coup, je vais... Enfin, je vais avec elle directement, c'est juste... voilà. Ici. Oui, je pense que... Bah, écoutez, contactez-la. Je vous ai écrit, d'ailleurs, je pense à vous, non ? Parce que après avoir eu Rénal, je sais que j'ai écrit à Vincent, parce que j'ai aussi mis Rénal. J'ai écrit à 2 ou 3 personnes, donc peut-être vous, ça a été fait après, en deuxième temps de week-end. Mais écrivez-lui et commencez à discuter. Voilà. À moins que vous ayez, vous, envie de quelqu'un d'autre, mais je vous le dis aussi, Aurélie Knuffer, c'est le même problème. Elle en a déjà beaucoup. Elle est en philo, donc elle a aussi tous les masters de philo. Et elle ne peut pas en prendre 30 non plus. Donc voilà, sur les questions... Après, il n'y a pas que Aurélie. Le problème est le même avec Madame de Cournot. C'est quelqu'un qui a... Voilà, on est quelques-uns, en fait, à charger la barque. On va dire les choses de façon assez triviale. Certains font ce qu'ils peuvent, et puis certains font moins que ce qu'ils pourraient. Mais ça, voilà, c'est un choix personnel, donc je peux difficilement m'y opposer, à part me fâcher. Et ça n'amènera rien, puisque les décisions sont ce qu'elles sont. Voilà. Donc, j'essaye de faire vraiment au mieux. Je pense... peut-être à la fin... Bon, il y a Toussaint qui arrive. C'était vraiment le deadline pour moi absolu, quoi. C'était au-delà de Toussaint, il faut que vous ayez commencé le travail de discussion avec vos encadrants, hein, parce que sinon sinon ça va être compliqué après pour l'organisation de votre année. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? J'ai une question, c'est jamais discuté avec Madame Rénal, du coup, de mon sujet. Mm-hmm. Et je vais parler, j'ai peur que... du coup, j'ai changé l'intitulé après avoir discuté avec M. Delfiol, Mm-hmm. qui m'a dit choisissez un seul méchant au lieu d'être aussi vaste. Mm-hmm. Que j'en ai choisi un, je vais en discuter avec Madame Rénal, je me suis dit j'ai peur que... j'ai peur de devoir racler le fond de la casserole avec un seul méchant, quoi. Du coup, elle me disait à voir si vous pouvez élargir le champ pour le truc, mais du coup, il y a des conditions particulières pour ou non ? Non, le problème, effectivement, c'est un premier mémoire. Donc, ce qu'a dit Delfiol, je pense qu'il a dit à plusieurs d'entre vous. C'est pas là pour le coup, c'est plutôt quelque chose de juste. C'est que partez pas sur un objet immaîtrisable, parce qu'en fait, vous avez que 25 pages. 25 pages, c'est pas énorme à faire. Ben, c'est plus pour la deuxième partie, pour le N2. Parce que taper 25 pages sur le méchant que j'ai choisi, ça ne me dérange pas. Je pense qu'il y a moyen de le faire, mais c'est plus pour les 100 pages que vraiment, là, j'ai peur de tourner... L'an prochain sera une autre année, un autre sujet. Ça peut rester les méchants, mais à ce moment-là, vous en prenez 5 ou 6. Là, il n'y a aucun problème. C'est pour ça qu'il lit les deux, parce qu'il considère que le M1, c'est une sorte de première expérience, et que vous commencez un peu à dégrossir la bibliographie, voilà, et puis que la deuxième année, c'est l'année vraiment dans laquelle vous allez pouvoir épanouir le sujet que vous avez choisi. Oui, ça se tient. Enfin, je veux dire, il y a une autre possibilité qui consiste à dire que, effectivement, c'est un galop d'essai la première année, surtout s'il n'y a pas de soutenance, ce qui se dessine comme horizon. Mais ça ne veut pas dire, galop d'essai, que vous êtes obligé de continuer à galoper dans la même ligne. Voilà. Vous apprenez à faire quoi ? À dégrossir une bibliographie, à construire un plan, à mettre en place une problématique. Bon, s'il se trouve que vous avez envie, entre-temps, que vous avez rencontré autre chose, vous êtes tombé sur quelque chose qui vous a amené à vouloir
consacrer du temps à une autre question, le travail en M1 n'est pas perdu pour autant. Voilà. Mais si vous êtes dans l'idée de garder ce sujet, oui, alors un seul, ça suffit pour la première année. Ou deux. C'était plus pour la deuxième année, vu qu'il y a beaucoup plus de pages à faire. Bien sûr. C'était juste pour ça que je voulais savoir si c'était possible. Ça peut même être décliné selon les supports. Ça peut être, vous pouvez intégrer le jeu vidéo, l'animation. Enfin, ça peut être aussi ça, un corpus. Hein. C'est pas... C'est ce que j'ai choisi. Donc, Voilà. C'est pas forcément un truc unitaire. Voilà. D'autres... Oui. Eh ben, il va vous aider à faire ce qu'a fait Maxime Delfiol, mais lui, il n'a qu'1 heure, et le directeur, il en a en théorie un peu plus. C'est-à-dire, d'abord à vous. J'insiste, hein, ça, c'est vous, maintenant, une fois que vous aurez reçu mon mail avec les adresses mail, c'est à vous d'écrire. Voilà. Vous écrivez, vous présentez votre idée, votre projet, voilà, je voudrais travailler là-dessus. Et puis, la personne va vous répondre. Et puis, après, c'est pas tous les jours, vous voyez, voilà. Mais le contact, il faut l'amorcer. Hein, pour, je sais plus avec qui vous êtes. Avec Madame Brun, je sais pas si c'est... Oui, vous êtes 2 avec Madame Brun, donc profitez-en, elle est encore très disponible. Vous lui écrivez et puis vous lui expliquez un petit peu pourquoi ce sujet, quels sont les textes que vous avez envie de travailler. Vous venez de la littérature, c'est une littéraire, donc ça va assez vite. Je pense que vous allez assez vite vous comprendre. Voilà. D'autres questions, remarques? Oui. Ça n'a pas vraiment rapport avec le master, mais M. Delphine nous a aussi parlé, enfin avec le mémoire, M. Delphine nous a aussi parlé des Erasmus, et il nous a dit que lui, il fonctionnait, il laissait partir les élèves que le 2e semestre. Il ne savait pas si vous, c'était le même cas ou... Oui, il m'a effectivement mis un message en ce sens. Alors là, il doit y avoir simplement... Je l'ai dit le jour de la réunion de rentrée. Vous pouvez partir en M2, mais un seul semestre. Parce que, en gros, le 2e semestre, il n'y a pas cours. Donc c'est là que vous partez. Le 1er semestre, il y a cours. Donc normalement, vous restez. Sauf celles qui voudraient partir à Heidelberg, parce que là, on a un accord à l'année. Donc vous partez l'année complète. Ou, ça c'est moi qui rajoute, moi je ne m'opposerai pas à ce que vous partiez, si vous voulez partir 1 an, parce que vous partez loin, par exemple. Il y a des accords, si vous voulez partir en Australie ou en Inde, vous partez 1 an. Enfin, il me semble que c'est plus cohérent. Donc, oui, mais au cas par cas. Voilà. A priori, une mobilité Erasmus en M2, c'est sur le 2e semestre. Sauf qu'à ce moment-là, vous venez me voir. C'est en ce moment, hein. Donc, voilà. Ayez les antennes ouvertes, parce que les réunions, c'est en ce moment, et les dossiers, disons, se montent en ce moment. Mais il y a des tas de possibilités. Il y a des possibilités de départ au Canada, aux États-Unis. Voilà. Donc là, en Afrique du Sud, si vous voulez aussi, il y a des accords. En Australie, en Inde, dans le domaine anglophone. Hein. Là, je suis simplement dans le domaine anglophone. Donc, si c'est votre projet, à ce moment-là, vous venez me voir et oui, c'est moi qui m'occupe des accords anglophones pour l'UFR, donc je ne vous empêcherai pas de partir. Et du coup, pour le stage, enfin, le 2e semestre, ça faire à l'étranger. Oui. Oui. Ou alors, si vous avez, vous trouvez un boulot sur place, etc., pour vous financer, parce qu'une bourse, ça finance, mais ça finance pas tout quand même. Il faut aussi être assez lucide. Ça peut être un rapport sur expérience professionnelle, voilà. Mais la norme, entre guillemets, c'est le départ au 2e semestre. En gros, pour les destinations européennes. Voilà. Si vous voulez partir au Brésil, il faut mieux partir 1 an. Voilà, mais le Brésil, c'est pas moi qui m'occupe. Voilà, donc oui, c'est vrai qu'il m'en a parlé de ça, donc pour les départs Erasmus. Là, c'est clair ? Bon, comme c'est enregistré, ça sera aussi consultable après si vous avez oublié. Voilà, donc moi je vous invite vraiment, alors bon, la question 1 an, 2 ans,
on verra, je serais plutôt enclin à dire, bon, ben, ça va dépendre aussi de ce qui se passe cette année, de la façon dont vous traitez le sujet. Si vous voyez que vous avez fait le tour un peu de la question que vous vouliez traiter, peut-être faut passer à autre chose après, enfin, voilà. Mais essayez d'affiner, de réfléchir un petit peu à justement ce que vous voulez faire pour pouvoir l'expliquer à la personne qui vous dirigerez. Par exemple, pour Sofiane, il y a aussi la possibilité de Madame Théron. Madame Homel m'a pas répondu. C'est la mieux placée parce que c'est elle qui s'occupe d'Internet, tout ce qui est lié. Mais Madame Théron, qui travaille pas mal sur la littérature numérique, accepte aussi le sujet. Voilà, donc ça va bouger, ça va encore bouger au fur et à mesure. Je vous dirai, je ne peux pas envoyer individuellement à chacun une notification, mais j'enverrai des tableaux. Par exemple, Lucas, est-ce qu'il est là, Lucas? Non. Ça serait bien de préciser un peu le sujet. Quoi, le jeu vidéo, mais quoi dans le jeu vidéo? Voilà. Bon, alors, le tour est fait. Je peux enregistrer ça et quitter. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est pas ça. Master 1. Il y a un exposé. On est bien le 14? Oui. Ah non, j'ai encore un truc à vous dire. Mais je l'avais déjà dit puisque je n'ai pas marqué la séance. Je ne suis pas là la semaine prochaine. Donc, vous ne voyez pas, vous finirez plutôt le lundi. Et l'autre truc que j'ai à vous dire, c'est qu'il reste toujours des places pour des présentations orales en décembre et même en novembre, parce qu'on peut en faire 2 par séance sans trop de difficultés, à partir du moment où on s'y met. Donc, faites, si vous en avez envie, une présentation sur votre propre sujet de recherche. C'est possible, j'accepte tout à fait ça. Si vous pouviez encore passer quelques euros, ça serait quand même nettement plus pratique, à la fois pour l'organisation du cours et pour ma fin de semestre, qui risque d'être absolument apocalyptique. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Donc il reste vraiment des places pour les oraux. Et encore une fois, c'est vraiment sur un mode birminghamien, c'est-à-dire il n'y avait pas de cours là-bas. Vous voyez, il y avait des séminaires. Donc des séminaires de recherche où les gens venaient avec un truc, ils faisaient un petit speech d'un quart d'heure, ça discutait, on faisait un papier là-dessus. Voilà. C'est un peu l'idéal que j'ai. C'est pas un cours magistral qui est envisagé. Et puis c'est quand même, je trouve, plus enrichissant aussi dans la démarche. Oui, Isma. Je veux bien passer en novembre sur l'orientalisme. Ben, parfait. Très bien. Quel novembre? Quel jour? Je sais pas, la rentrée, je sais pas s'il y a quelqu'un qui passe à la rentrée. Il y a le 4, Laïs passe sur la littérature brésilienne. Ok, bah, la semaine d'après, alors. Le 18, avec le tatouage. Vincent sur le tatouage. Oui, ok. Ah ben voilà. Il a l'air comme ça, mais il n'est pas méchant. Hop. Moi, je veux pas travailler sur le tatouage. Non, Ah, oui, ok. l'orientalisme. Oui. Très bien. Je vais bien passer le 4 alors. Avec Laïs? Oui, en tant que classe. Qu'est-ce que ça donne, vous, ça? Culture Bellée ou ça aussi encore? Culture belge, j'ai choisi quelque chose. Mais du coup, je ferai la présentation sur le volontarisme. Oui, très bien. Hop. Moi, je te lance pour 18 pour les méchants cours. Ah, 18. Ah non, alors Asma, on décale, on laisse les méchants entre eux et on met le 25. J'ai dit oui par mail, mais j'ai pas noté. Désolé. Donc, crac, Michael. Hop. Donc décembre et ou le 25 novembre encore. Entre nous, soit dit, c'est aussi pour vous. Hein. Ça vous évite de faire un dossier de plus à la fin du semestre. Hein. C'est ça que ça veut dire. Et oui. Ça
Vous en avez plus qu'un. Il vous faut 2 notes. Donc si vous avez une note d'oral, vous n'avez plus qu'un dossier à rendre à la fin. Si vous n'avez pas de note d'oral, il faut rendre 2 dossiers. Ah oui. Donc c'est gagnant. Ah mais vous allez me rendre fou. Je l'ai dit ça depuis le début. 2 notes. 2 notes. Alors, vous êtes trop nombreux, vous êtes 50 si on a l'effectif plein, donc vous ne pouvez pas tous passer à l'oral. Donc je ne peux pas dire à certains vous avez 2 notes et aux autres vous n'en avez qu'une. Donc il vous faut 2 notes, de toute façon pour du contrôle continu il faut 2 notes. Et puis une note, même si voilà, c'est toujours un risque quand même assez grand. Donc si vous ne passez pas à l'oral, comme tout le monde là pour le coup tout le monde a la même enseigne, il me faut une note d'écrit, donc vous me rendez un dossier, tout le monde à la fin du semestre. Mais si vous n'avez pas passé d'oral, vous n'avez pas de 2e note, et donc il me faut une 2e note, et donc il faut un 2e dossier. Eh ouais. Mais ça, je l'ai dit 10 fois. Hein. Oui. Alors, si j'ai bien compris, il y a le mini-mémoire. Ça, c'est la fin d'année. Ouais. 2 dossiers, dont un dossier qui peut être retiré si on fait l'oral. Absolument. Mais ça va, c'est votre tarif pour tous les séminaires, parce que tout le monde va vous demander 2 notes. Donc après, les gens font comme ils veulent, et soit il y en a qui font passer un oral obligatoire, ils ont d'autres systèmes que moi. Moi, j'ai un système dont je connais parfaitement les défauts, rassurez-vous, et l'un des défauts du système, mais c'est aussi le problème de Birmingham, hein, quand vous êtes dans une logique de séminaire et pas dans une logique de cours, quand vous êtes dans une logique plutôt de discussion que de direction, au sens où ça, voilà, ben, ça pose un problème, c'est celui de l'évaluation. Parce que c'est beaucoup plus compliqué, en fait. Voilà. Si vous avez un cours avec des exercices canoniques, machin, que vous, ben, c'est facile d'évaluer. Si vous n'avez pas ce système et quelque chose qui est plus fluide, ben, c'est plus compliqué. Hein, voilà. Donc, oui, Mathilde, c'est ça le système. Il vous faut une note écrite obligatoire, donc il faut me rendre un dossier. Si vous ne me rendez pas le dossier, ben, vous passerez en seconde session. Hein. Il n'y a pas un coup près. Hein. Mais ça vous demandera de repasser un dossier, c'est un mois hein, de plus peut-être, hein, quelque chose comme ça. Mais il vous faut une 2e note, et cette 2e note, elle est soit écrite, soit orale. Mais voilà. Donc, passer à l'oral, bon, maintenant, oui, ça se raccourcit hein, le temps, mais ça vous évite de faire 2 dossiers en fin de semestre. Parce qu'en fin de semestre, vous n'aurez pas que 2 dossiers pour Barthélemy, vous aurez 2 dossiers à rendre partout. Donc, ça va faire beaucoup de dossiers en fin de semestre. C'est ok si l'oral et le dossier traitent du même sujet? Oui. Pour la même logique de fonctionnement. Oui. On peut très bien considérer que ce que vous allez me rendre à l'écrit peut faire aussi l'objet d'une présentation à l'oral. Modifier, moduler, réorienter, voilà, mais oui. Ou ce qui est votre mémoire. Vous pouvez très bien présenter à l'oral quelque chose qui, en fait, sera le cœur de votre mémoire. Tout ça, c'est possible. Ouais. Du coup, ce serait pour m'inscrire. Ça y est, ça a fait tilt. Non, mais je voulais le faire, mais j'hésitais parce que c'est juste un livre que je voulais présenter. Mais... Très bien. Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. J'ai la voiture, j'ai rien entendu. Présenter le livre Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. Très bien. Et votre nom? Arnaud Gabriel. Quel jour? Le 2, le 9, le 16 décembre? Décembre, du coup. Le 2. Ok. J'aimerais bien présenter du coup les travaux de JKB sur les subcultures. Ça, j'aurais bien voulu déjà que ça soit fait. Mais il n'y a pas de problème. Pareil, le 2, le 9 ou le 16? Le 9. Votre nom? Michana. Et Bridge. Ok. Encore quelques décisions? Ah, j'ai vu que ça cheminait lentement depuis 10 minutes. Je l'ai très très bien vu. Décembre.
Le 2, le 9 ou le 16? Le 2? Quel est votre nom? Performance. Très bien. Vous attendez un support écrit pour la présentation orale ou Non. Alors, un exposé, c'est pas 10 minutes quand même. Hein, ça prend allez, 20 minutes. Voilà, ça peut être plus, il n'y a pas de problème, je ne vous arrêterai pas. C'est pas 50 minutes non plus. Voilà, il y a un temps de débat, justement. Vous pouvez très bien avoir un support, un PowerPoint, des diapos, ce que vous voulez. Soit vous le passez à travers le mien, soit vous branchez votre ordi. Voilà. Mais je ne vous demande pas un support. Si vous avez un PDF, vous me l'envoyez. Ça, voilà, une fois qu'il est fait. Mais il n'y a pas d'obligation à me donner un support pour présenter l'exposé. J'ai vu une main encore se lever. C'est pour le dossier, qu'est-ce que ça sous-entend le dossier? C'est 15 pages aussi, comme la première production qu'on doit faire Pour le deuxième? Oui. Non, c'est des dossiers. Moi, 15 pages, je ne vous les demande pas. De même que les rapports de stage, si vous vous fiez à ce qui est sur le livret, vous allez bondir. Pour moi, c'est 5 pages un rapport de stage. Voilà, ça suffit. Bon, vous pouvez en faire 10, si vous voulez en faire 10, mais en 5 pages, vous pouvez déjà expliquer. Alors, pour le dossier, entre 5 et 10. Mais sur un sujet de notre choix, pareil. Oui, qui est un peu quand même partie liée à ce qu'on raconte, à ce qu'on fait, mais on est sorti de Birmingham et des années 60. Toutes les présentations, les propositions que vous avez formulées depuis tout à l'heure, ce n'est pas juste sur une question historique. Ça aurait pu être aussi une façon de travailler. Voilà, vous prenez, on ne dépasse pas 1965. Donc c'est pas la démarche. Donc oui, vous pouvez prendre un sujet, un film, un jeu, enfin n'importe quel support, un texte théorique, présenter des premiers essais sur le punk notamment, ça peut être voilà plein de choses. Aussi, je sais pas, une émission de télé. Il y a quelqu'un qui veut travailler sur la télé-réalité. Je sais plus qui c'est. Ça peut être ça. Voilà. Donc, un objet culturel de votre choix. Cette fois, c'est bon? Bon. Voilà, tant mieux. Donc, ne vous inquiétez pas pour les... On va y arriver, mais c'est effectivement... Alors, en fait, là, le problème, il est en partie venu du taux de redoublement en deuxième année, qui est monstrueux, auquel je ne m'attendais pas. Alors, c'est des redoublements de circonstances, la plupart du temps, c'est-à-dire que les gens ont rendu tous les séminaires et se gardent le mémoire, font le mémoire en 2 ans. Bon. Le problème, c'est que ça mobilise des directions, quoi. C'est-à-dire que pendant 2 ans, la personne est un peu bloquée. Bref, voilà, tout ça, c'est la tambouille. Souciez-vous de votre propre sujet, de le construire, de le mettre en place, qu'au moment où on va commencer à pouvoir discuter, ça aille relativement vite, que ça soit pas du temps perdu pour vous. Bien, alors, ça c'est Hogarth, et Hogarth, on n'a pas non plus encore vraiment attaqué. Alors, on a parlé beaucoup. Je vous oublie pas, Lilou, ça va venir. On a parlé pas mal d'Hogarth de façon un peu lointaine, de façon un peu historique, circonstanciée. Vous savez que je navigue entre les licences et vous autour du même cours, donc je peux avoir des oublis. Ce que la dernière fois j'avais commencé à faire, je reprends juste là, et puis après on écoutera votre exposé, on passera à autre chose. Concernait un peu l'ancrage de Hogarth dans un contexte qui n'est pas uniquement celui de la théorie ou de la réflexion, de la théorie de la culture, mais de la littérature. Donc j'en étais à peu près là. Alors je ne vais pas faire un cours sur la littérature anglaise des années 50,
mais simplement pour vous rappeler que la position qui est la sienne et le type de réflexion qu'on trouve dans la culture du pauvre sont pas non plus isolés dans ces années-là, fin 50, enfin les années 50 et puis le début des années 60. Il y a une sorte de mouvement général produit par les politiques publiques que j'ai décrites, et notamment la démocratisation de l'enseignement supérieur, qui fait qu'on va retrouver dans la littérature narrative, aussi dans le théâtre, des situations similaires à celles que Hogarth décrit, et je dirais peut-être même davantage écrit, dans la culture du pauvre. Des situations qui sont comparables au point de vue du personnel romanesque qu'on trouve dans ses romans et qui, en fait, occupent le cœur de la réflexion de Hogarth. Parce que la culture du pauvre, c'est un livre qui est très littéraire pour un livre scientifique. Vous voyez, c'est pour ça que je prends un petit peu cet angle d'attaque. Il est très littéraire, il est aussi... Il s'ancre dans une pratique qui est celle de l'autobiographie, du récit de soi, même si c'est pas, le moi d'Hogarth n'est pas explicitement placé au centre, mais il diffuse en fait. Sa présence est diffuse dans l'ensemble de ce qu'il, j'allais dire, raconte, on pourrait dire aussi décrit, et les analyses de milieu, les analyses de pratique, les analyses de décor qu'il donne sont en fait des descriptions quasiment littéraires. On pourrait tout à fait trouver ça dans un roman qui serait consacré au monde ouvrier. Voilà. Et ben, la littérature dont je parle, le roman anglais de ce mouvement des jeunes hommes ou jeunes gens en colère, et Angry Young Men, c'est ça, en fait, qu'ils ont comme sujet d'histoire, de récit. Ce sont des trajectoires inabouties, partiellement d'ailleurs, ce qui pose la question de l'échec des politiques, de l'échec des politiques de désenclavement social, avec comme horizon une question qui reste celle de l'exclusion. Ils ont des univers romanesques qui sont tout à fait comparables aux Leeds que décrit Hogarth dans la culture du pauvre. Bref, il y a une sorte d'ambiance en fait commune, et je trouve que c'est important de rappeler cet ancrage d'Hogarth dans le littéraire parce que ça marque profondément son travail. Et le fait justement de procéder à une sociologie très narrative, très descriptive, va dans ce sens. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'elle permet plus exactement, la littérature ? La littérature, elle permet en gros d'entrer dans le détail, d'entrer dans une sorte de lecture aussi par l'affect, par l'émotion, qui est le propre quand même de la lecture littéraire ou de l'écriture littéraire, et qui n'est pas le propre de l'écriture scientifique. Et accéder à un univers par le biais de l'affect permet quoi ? Permet une compréhension, en fait, une sorte d'empathie plus grande que si vous êtes juste dans une sorte de théorisation des relations sociales avec des concepts, je dirais, des outils qui sont très abstraits en réalité. Donc ce côté pas du tout abstrait de la culture du pauvre, ce côté très descriptif, très narratif, c'est-à-dire ce côté très littéraire, je trouve qu'il est en partage en fait entre Hogarth et puis cette génération d'écrivains qui n'est pas plus qu'Hogarth dans une revendication politique radicale. Est-ce que vous avez regardé la culture du pauvre ? Faites-le si vous ne l'avez pas fait, au moins quelques chapitres, vous voyez, pour vous donner un peu une idée de ce que je vous raconte à propos de ce texte. Vous ne trouverez pas d'appel à la révolution. Bon, on est quand même encore en 1950 et quelques, donc l'imaginaire révolutionnaire, il est loin d'être éteint. Les partis communistes sont puissants en Europe, voilà, donc les outils historiques, conceptuels et historiques sont présents. C'est pas du tout 2020, voilà,
l'imaginaire révolutionnaire, il a changé, il s'est très largement reconfiguré. Dans les années 50, il est très présent. Et pourtant, il n'y en a pas trace dans la culture du pauvre. C'est pas un livre qui appelle à la révolution prolétarienne ou vous voyez, cherche à aller dans ce sens. Ben, la littérature dont je vous parle, ces textes, je vous renvoie, ça sert à rien que je balance 10 noms, mais au moins un, parce qu'il est traduit en français, ce qui n'est pas le cas de tous, qui est Alan Sillitoe. Sillitoe, ça s'écrit S-I-2-L-I-T-O-E. Alan Sillitoe, il a écrit un livre qui est assez connu, qui s'appelle La solitude du coureur de fond. Ça date de 59. C'est-à-dire c'est exactement contemporain de la culture du pauvre, à 1 an, 2 ans près. Donc ça veut dire qu'ils écrivent exactement, ils les écrivent leurs textes en même temps. Vous allez retrouver une forme d'abord de personnel, romanesque ou sociaux, chez l'un ou chez l'autre, un univers, les villes industrielles, une ambiance, une sorte de conscience, en fait, des limites aussi des processus d'émancipation, mais sans que ça débouche, encore une fois, sur un appel au grand soir et au renversement de la société en place. Ça fonctionne beaucoup plus dans cette littérature romanesque par un biais qui est celui de la satire, en fait, de la satire sociale. Donc la satire, ça dénonce, ça montre, ça met en exergue, voilà, mais c'est un constat moqueur, hein, un constat souvent qui est quand même très largement teinté d'humour, hein, mais l'humour c'est ravageur. Hein, donc voilà, le principe de la satire, c'est que vous faites rire aux dépens d'eux, mais sans que, encore une fois, la révolution soit au bout du chemin. Et ça, c'est commun. C'est assez différent, alors que l'ambiance de fond, si vous voulez, elle est comparable à l'existentialisme en France. La finalité, elle n'est pas tout à fait la même, parce que vous avez quand même, regardez Sartre, vous l'avez au moins croisé quand vous étiez au lycée, Sartre, tout son travail est polarisé par l'idée que, voilà, il faut la révolution. C'est pour ça qu'il est encore en 68 en train d'aller haranguer les ouvriers à Billancourt pour déclencher la révolution. Ça, vous ne l'avez pas tellement, encore une fois, ni chez Hogarth, ni dans cette littérature dont je le rapproche, en quelque sorte. C'est un autre point sur lequel on pourrait les rapprocher. Vous avez compris quand même que la grande question qui est au cœur du livre d'Hogarth, c'est celle de l'adaptation des classes populaires aux nouvelles formes de société qui sont en train de s'établir. Et c'est la même question de l'adaptation que vous allez retrouver dans ces textes romanesques. Comment survivre ? Comment s'adapter ? Comment faire en sorte de ne pas être totalement aliéné ? Sentiments qui sont assez proches, en fait, de ceux qu'on peut voir chez Hogarth. Et du point de vue romanesque, c'est le dernier élément, on a affaire à des textes qui sont très, très réalistes, ce qui n'est pas du tout une évidence pour la littérature du XXe siècle. Surtout pour la littérature anglaise, dont, en gros, le premier XXe siècle est marqué par des expériences modernistes extrêmement avant-gardistes, des monologues intérieurs, des choses compliquées qui lâchent complètement la question du réalisme au profit d'une sorte de subjectivisme radical. Là, on revient au réalisme. On revient au réalisme du 19e, en un certain sens, à Dickens. Vous voyez, Dickens ou à Zola. Voilà, c'est des choses qui sont très ancrées dans le réel, et c'est ce qui les rapproche aussi du travail d'écriture qui est celui de Hogarth. Voilà, ça c'est un point que je voulais quand même mentionner pour ne pas faire de Hogarth un sociologue de la culture pur jus. C'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. C'est quelqu'un qui a une double identité d'écrivain, puisque le travail de récit de soi va se poursuivre
au-delà de la culture du pauvre, puisqu'il écrit, et ça je vous l'ai mis sur Moodle aussi, un autre ouvrage, il écrit plusieurs livres, mais il y en a un autre qui s'appelle Newport Street, qui est pour le coup une véritable autobiographie. Voilà. Donc l'idée d'ancrer l'analyse dans le concret, d'ancrer l'analyse, ancrer la théorie dans l'expérience vécue, c'est un marqueur très fort, ça, de sa position, et c'est ce qui, de mon point de vue, le rapproche encore une fois de cette littérature, littérature qui a pour type de personnage des transfuges de classe, souvent, des gens qui pourraient tout à fait valider la formule de Raymond Williams, à peu près à la même époque, la culture est ordinaire. Voilà, cette idée qu'on est dans cette vision-là des choses. Bien, alors, là, j'ai un petit moment de flottement. On a parlé de la création du centre à Birmingham, mais ah oui, ça, non, encore un mot. Voilà, c'est le problème. Encore un mot sur la question littéraire. Voilà, juste pour finir, parce que je viens de m'apercevoir que j'oubliais un élément. Donc, Hogarth et l'importance de la littérature dans les analyses culturelles. Voilà. Donc, l'idée que j'étais en train de développer sur la théorie ancrée dans le concret, voilà, ça veut dire que l'outil littéraire, il va permettre d'entrer dans cette expérience et dans ce qui la constitue, dans sa densité, en fait. C'est ça que vous allez trouver dans la culture du pauvre. La façon dont, après tout, on peut très bien décrire le milieu ouvrier anglais sans aller décrire les odeurs d'arrière-cour. Vous voyez, c'est pas une nécessité sociologique du point de vue de l'analyse théorique. C'est le biais que va prendre Hogarth. Il va décrire ces choses-là, les napperons, le bruit de la théière. Il va décrire des micro-détails, en fait, qui sont dans la perspective qui est la mienne aujourd'hui, c'est-à-dire d'ancrer Hogarth dans la littérature, plus que dans la théorie, ou au moins autant que dans la théorie. C'est cette densité d'expérience que la littérature, dans des vies individuelles, que la littérature permet. Et si vous entrez justement de façon détaillée dans l'expérience des individus, dans la vie vécue des individus, c'est aussi un très bon moyen de toucher ce qui structure ces vies, c'est-à-dire les sentiments, les émotions, les valeurs, les codes de comportement. Voilà. C'est quelque chose qu'Hogarth va développer, par exemple, dans la dernière partie du livre, au chapitre 6, dans lequel il analyse, pour le dire très très vite, certaines des stratégies de la presse de masse, notamment, pour manipuler les classes populaires. Et ça consiste, de façon assez répétée, à utiliser des éléments qui sont des éléments auxquels les gens peuvent répondre, voilà, donc des valeurs, des façons de percevoir la vie ou de percevoir les relations, et de se servir de cet ancrage pour justement faire passer le grand flux de la consommation avec. Donc, le dernier chapitre, il est consacré à ça, mais il est aussi consacré, avec la conclusion du livre, aux façons dont les populations se positionnent par rapport à ces stratégies. Et dans le cours précédent, l'un de vos camarades de licence a présenté justement ce chapitre comme une sorte de lecture suivie des 40 ou 50 dernières pages du livre de Hogarth. Il a fait ça très bien, de façon suivie et analytique. Mais il est arrivé à la fin, à la conclusion, avec laquelle je suis tout à fait d'accord, que ce que décrit Hogarth à propos, par exemple, des présentateurs télé en 1960, vous voyez, donc c'est quand même très tôt, fonctionne encore
de façon merveilleuse pour décrire certains comportements. Je ne vais pas citer de nom, mais je pense que vous allez assez vite voir de qui il peut s'agir, de présentateurs particulièrement exécrables et en même temps occupant une place dans le paysage audiovisuel dont on se demande en fait véritablement comment c'est possible. Voilà. Donc les conclusions qu'Hogarth formule sur ces mécanismes, qui sont des mécanismes, des stratégies de contrôle pour canaliser vers un objectif unique qui est celui de la consommation, mais aussi comment les gens, donc comment on entre dans le vécu, et comment dans le vécu, quelles sont les pratiques, tout simplement, qui permettent de mettre de la distance, résister. Le terme est dans le texte Hogarth lui-même. Comment est-ce que il est possible, tout en sachant, et c'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas d'appel au grand soir, etc., tout en sachant que cet horizon culturel, il est celui avec lequel on a à vivre, en fait. Il n'est pas remis en question, c'est pas qu'il est approuvé, mais il est clair que ça constitue l'horizon d'expérience désormais des gens, de tous les gens, de tout le monde. Après, vous pouvez avoir des attitudes personnelles, des choix qui vous mettent plus ou moins en retrait, plus ou moins en écart. On peut avoir le choix aujourd'hui de ne pas avoir de portable. Oui, bien sûr. C'est compliqué, la vie quotidienne est compliquée, mais c'est possible. Donc on peut avoir des réponses, et l'intérêt d'Hogarth, c'est qu'il y a une sorte de nuancier aussi qui est présenté. Et votre camarade était très sensible à ça, et je suis d'accord. C'est jamais systématique, l'analyse, chez Hogarth. Et c'est jamais systématique parce que c'est toujours ancré dans du concret. Voilà. Il n'y a pas de... ce qui serait le propre du discours scientifique, d'effacement des particularités au profit de la généralité. Parce que pour pouvoir dire quelque chose sur un phénomène d'ensemble, il faut effacer un peu les particularités. Il ne fait pas ça. Il garde le particulier et il fait de la description du particulier le cœur moteur de l'analyse. Et ça, je trouve que c'est très littéraire comme démarche. Voilà. Et c'est pas juste le fait d'appliquer des techniques d'études littéraires à des phénomènes culturels qui sont pas canonisés, qui sont même marginalisés, de la fiction populaire à la mode, voilà. Ça, c'est une chose. C'est un rapport à... Voilà. Ça veut dire qu'on va rendre valide, légitime des objets qui ne le sont pas. C'est pas juste à ce niveau-là que se joue la relation. Elle se joue, je pense, de façon très intime, en fait, dans la constitution même d'une écriture du détail, en fait, qui est le moteur de la réflexion. Voilà. Théorique, d'ailleurs, est un mot qui me gêne un peu à propos d'Hogarth, parce que c'est pas théorique. C'est toujours aller-retour entre effectivement quand même une tentative de produire une analyse globale et de réancrer cette analyse dans des descriptions de faits, dans des descriptions qui sont extrêmement précises et détaillées. Et ça, c'est aussi une façon très démocratique d'écrire. Ça veut dire que vous mettez en valeur, vous mettez tout simplement, vous rendez visibles les choses telles qu'elles sont. Voilà. Pas de généralisation et d'estompe qui est faite. Et ça m'amène à un point supplémentaire, puisque je vous ai dit, il n'y a pas d'engagement politique au sens marxiste révolutionnaire du terme, ce qui, dans le contexte des années 50, encore une fois, est tout à fait envisageable. Par contre, il y a une sorte de politique du style chez Hogarth, justement. C'est-à-dire que le style, cette façon d'écrire, cette façon de laisser la singularité, de laisser la particularité apparaître dans la description, est une façon d'incarner l'engagement politique. Ça veut dire que vous faites voir ce qui n'est pas communément mis en lumière ou mis en valeur. Et c'est aussi un outil démocratique dans le sens où
le fait qu'il n'y ait pas de jargon, qu'il n'y ait pas justement de théorie, au sens fort du terme, rend le texte extrêmement lisible, accessible. Voilà. Il ne faut pas être sorti d'Oxford pour lire Hogarth. Bien, alors, la question de l'autobiographie, c'en est une autre, hein, mais ça, je l'ai un petit peu évoqué. C'est-à-dire que, vous voyez, cette même logique, c'est-à-dire que l'analyse de soi fait partie de l'analyse culturelle. Ça amène à un élément important dans les études culturelles. On doit vous en parler, je pense, dans les cours qui sont plus ancrés du côté de la sociologie. C'est la question de la situation des discours situés. Voilà. C'est quelque chose qui est très étude culturelle, c'est-à-dire de dire d'où vous parlez, qui vous êtes, en gros, au moment où vous allez vous exprimer. Donc cette idée que l'analyse de soi elle fait partie de l'analyse culturelle, parce qu'on n'est pas indemne, justement, de la culture dans laquelle on vit. Elle nous traverse, elle nous conditionne, elle nous structure, et nous nous positionnons aussi dans le geste d'écriture, dans le geste de réflexion, dans le geste de mise à distance théorique, etc., par rapport à cet horizon culturel qui est quelque chose de commun. Et l'écriture de soi, encore un mot là-dessus parce que c'est important, chez Hogarth, elle traverse toute son œuvre. Hein. C'est La culture du pauvre, mais Newport Street et la suite. C'est aussi une façon, vous voyez, utiliser l'écriture de soi pour contrer les discours académiques. C'est aussi une stratégie tout à fait consciente, je pense, chez lui. Contrer l'idée que la subjectivité n'a pas sa place dans le discours critique. Les études culturelles sont ce moment où le discours critique réintègre la subjectivité. Ça, c'est assez fort, comme twist. Voilà. C'est-à-dire que dans la théorie, on ne peut pas parler de soi. Ouais, on doit être objectif, on doit avoir un langage analytique, clair. Voilà. Les études culturelles pensent que la subjectivité peut être réintroduite là-dedans. Et ça, c'est Hogarth. C'est avec lui que ça arrive, et je pense que c'est lié aussi à cette pratique autobiographique, à cette sensibilité littéraire, qui amène aussi à situer le discours. Pour pas que le discours soit quelque chose de flottant, d'abstrait. Le discours, il est ancré, parce qu'il est produit par quelqu'un. Et ce quelqu'un, il a une histoire. Il a une origine, il a une histoire, il connaît des crises, des développements, et c'est lui qui parle. Voilà. Et ça, c'est assez étonnant comme mouvement, de réintroduction du sujet dans l'énoncé théorique. Ça veut dire quoi encore ? Ça veut dire que on fait de son expérience vécue une ressource critique. Et, pour revenir à la relation littérature-sciences sociales, et on intègre les formes littéraires dans le savoir des sciences sociales. Ce en quoi les sciences sociales bondiraient, ou diraient non, pas question. On s'est détaché de la littérature, justement, un siècle avant, pour produire un autre discours. Oui, mais voilà, on a un mouvement de retour, on a un mouvement de réintégration du littéraire dans la critique sociale, de la subjectivité dans la critique. C'est un mouvement important, ça. Et ça, donc vous voyez, ça va à l'encontre, justement. C'est pour ça qu'à Birmingham, quand il s'installe, les sociologues institutionnels les aiment pas trop, ils les regardent d'un drôle d'œil, parce qu'en fait, ils sont en train de bouger les lignes. Enfin, lui, en l'occurrence, mais les autres aussi. Mais lui, en particulier, il est en train vraiment de déplacer les lignes qui structurent le savoir scientifique. Il est en train de faire rentrer la littérature dans les sciences sociales, de faire basculer les sciences sociales du côté de la littérature. Bref, il est en train de marier la carpe et le lapin, si vous voulez, du point de vue des sciences sociales. Et pourtant, et pourtant, ça donne quelque chose d'intéressant. Ça donne le fait que, et regardez comme cette idée, je suis certain que beaucoup d'entre vous, à partir des sujets de mémoire que j'ai pu voir passer, partent de cette idée. Ça veut dire que la ligne entre le politique
et le personnel est en train de bouger. Ça veut dire que le personnel est politique, EST. Ça, c'est la base de départ, à mon sens, de tout ce qui va être études liées aux questions d'identité. Voilà. L'expérience personnelle, elle est politique. Les corps individuels sont traversés par le politique. Et ça vient... Alors, après, ça a repris, été théorisé, etc., bien sûr, par les générations postérieures, mais ça, par exemple, ça nourrit la pensée féministe depuis le départ. Et c'est chez Hogarth, mais c'est pas explicité, c'est pas justement surthéorisé, c'est juste rendu sensible, rendu palpable, j'allais dire, à propos des corps, on peut le toucher par la façon dont c'est écrit. Donc ça, c'est voilà. Je pense qu'il ne faut pas minorer, si vous voulez, la part du littéraire qui est juste au-delà des questions de technique, d'analyse des œuvres. C'est vraiment entrer dans les vies, entrer dans le détail. Je pense par exemple à ce que vous allez étudier en mémoire, enfin en tout cas si ça ne change pas à nouveau. C'est l'une des bases aussi des écritures d'Annie Ernaux, de gens comme ça. Donc c'est quelque chose qui est, dans la culture du pauvre, l'apport peut-être à mon sens le plus important. Bien sûr, ce qu'il décrit, la façon dont il analyse les pratiques sont tout à fait intéressantes, mais ce qu'il apporte par cette façon de littérariser la théorie touche à ce point fondamental de la... Et donc à partir de là, il n'y a pas besoin de revendications politiques révolutionnaires, parce que la révolution, elle va passer par là, en fait. Elle va entrer par là, et c'est par ce biais-là qu'elle va faire son chemin. Après, Hogarth était lui-même, à titre individuel, pas un révolutionnaire. C'est pas E.P. Thompson. Thompson, il était vachement plus à gauche, quoi, en fait, dans l'implication. Mais par contre, je trouve que dans cette littérature, l'usage de la littérature comme art du particulier, comme art de l'expérience particulière, attention donc à quoi? À l'intime, au sensible, à l'émotion, à l'affect, au détail, au personnel, etc., etc. Ça nourrit de façon tout à fait, je pense, sérieuse et profonde les discours qui vont après s'appeler études culturelles et qui vont se répandre se développer dans des directions différentes. Voilà. Ça y est, cette fois, je crois que j'ai fini. Il y a des notes dans tous les sens, c'est comme ça. Mais ça, c'était un point, heureusement que je les ai vus passer, les notes, parce que ça aurait été dommage de l'oublier. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire à propos de Hogarth. Quelle heure il est? On a encore du temps ou on va jusqu'à quelle heure? 45. Il vous faut combien de temps? Je pense qu'il faut compter 30 minutes si vous voulez avoir un échange. Bon, parfait. Est-ce que vous voulez une pause? Bon, alors c'est réglé. Allez, pause, et puis on démarre directement avec votre exposé. Ce qui était important, c'était ça. Voilà, le reste, l'histoire du CCS, on reviendra. Hop. Ah oui, voilà, j'ai mis encore ça au milieu. Là, je me suis inscrit en date, qui donne un sujet, mais est-ce que si je change, c'est pas grave? Ah non, vous me prévenez juste avant. Parce que j'hésitais un peu entre des trucs. Oui, pas de souci. Bonjour. C'est possible de voir? Oui, bien sûr. En fait, j'ai eu une licence professionnelle en assistant administratif. Donc, j'aurais souhaité que mon sujet de mémoire soit en relation avec l'étude culturelle et l'administration. Enfin, voilà, un truc comme ça. J'ai réalisé la gestion des administrations
ça comme sujet. Ouais. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. Ben oui, c'est s'inscrire. Alors ça, c'est plutôt, par exemple, pour Madame Anquetin, qui, elle,